Dans cette troisième vidéo du chapitre 4, Évolution de la biodiversité, nous allons traiter des mécanismes évolutifs. Alors, ces mécanismes évolutifs, ce seront la sélection naturelle, mais également les mécanismes évolutifs des groupes à effectifs restreints. Et enfin, nous traiterons brièvement des grandes crises biologiques. Alors, en premier, la sélection naturelle. Donc, imaginons ici, on a une population où il y a un polymorphisme génétique. Certains individus, alors ici sont des petits ronds, sont bleus, d'autres sont jaunes. Et ici, on a voilà, des phénotypes 50% bleus, 50% jaunes. Donc, ici, imaginons qu'on a une modification d'un facteur biotique ou abiotique, peu importe. Et en tout cas, qui conduit à avoir un allèle qui est plus avantageux que l'autre. Et un phénotype qui est plus avantageux que l'autre. De ce fait, les individus qui sont en bleu ici vont avoir tendance à disparaître. Voilà, parce que moins adaptés, et du coup les jaunes auront un meilleur succès reproductif. Et du coup vont davantage se reproduire, et leurs gènes et leurs allèles seront beaucoup plus présents dans la population. Donc ici, la sélection naturelle, c'est le grand principe. Les individus les plus adaptés au milieu ont un meilleur succès reproductif et disséminent davantage leurs allèles dans la population. Et donc ici, on a une fréquence phénotypique qui résulte des allèles avantageux. Ces allèles avantageux augmentent dans la population. Voilà, donc évolutif des groupes à effectifs restreints. Alors le premier, c'est l'effet fondateur, qui est plus ou moins lié à la formation du groupe à effectifs restreints. Et le second, qui est une conséquence de la reproduction dans ce groupe à effectifs restreints, c'est la dérive génétique. Donc imaginez, on va commencer par l'effet fondateur, parce qu'il est chronologiquement en premier. Imaginez une population ici avec donc des fréquences phénotypiques, alors 50% de bleu foncé, 25% de jaune et 25% de bleu. Imaginez un petit groupe se forme et se détache et constitue une nouvelle sous-population. Donc imaginez ce groupe, hop, il se détache. Évidemment, les individus sont plus ou moins pris au hasard. Et comme ce groupe, à l'origine d'une nouvelle population, voilà, ne tient pas compte, en gros, des phénotypes plus ou moins adaptés, eh bien, on va se retrouver avec des fréquences phénotypiques et des fréquences alléliques qui sont différentes. Ici, par exemple, dans mon petit groupe qui est à l'origine d'une nouvelle sous-population, je vais avoir du coup 25% de bleu foncé, 50% de jaune et 25% de bleu plus clair. Ici, on voit que les fréquences phénotypiques sont différentes. Et alors, j'aurais très bien pu aussi avoir, par exemple, un phénotype qui n'existe pas. Donc voilà, donc l'effet fondateur, c'est lié au fait que peu d'individus forment la nouvelle population et que, comme ces individus sont pris au hasard, qui sont peu nombreux, eh bien, on a des chances pour que certains phénotypes ne soient pas là dans la nouvelle population, et même, surtout, qu'il y ait des fréquences phénotypiques différentes de la population initiale. Ça, c'est donc l'effet fondateur. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau de la dérive génétique quand on a effectivement ce petit groupe avec donc des fréquences phénotypiques particulières. Donc imaginons, on a un groupe de 4 individus avec un gène polymorphe comportant 2 allèles distincts A et B et que tous les individus sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont et A et B. Voilà. Donc en l'état actuel de la population, si je regarde la fréquence allélique, j'ai bien 50% de A et 50% de B parce que chaque individu a un des deux. Maintenant, génération suivante. Je vous rappelle que dans la reproduction sexuée, chaque parent transmet un allèle sur les deux, soit A, soit B, pour chacun de nos 4 parents ici. Qu'est-ce qu'on peut obtenir donc dans la génération d'après? Un premier individu, par exemple, AB. Voilà, parce qu'il y en a un qui a transmis A, l'autre B, ok. Deuxième individu, BB, bah oui, j'ai une chance sur deux, je peux très bien obtenir un B ici, et puis ce B là, voilà.
Troisième individu, bébé aussi, ben voilà, c'est tout à fait possible, hein, parce que j'ai une chance sur 2, hein, donc le fait d'avoir bébé, hein, c'est une chance sur 4, hein, donc c'est pas exclu que j'ai ça. Et puis dans la troisième, BA, voilà. Et bien rien qu'avec cette génération suivante, composée elle aussi de 4 individus, je vais avoir une grosse modification de ma fréquence allélique. Puisque ici, si je compte le nombre d'allèles A, ben, j'en ai 2 sur les 8 possibles. Et si je compte les allèles B, eh ben, j'en ai 6. Donc vous voyez qu'ici, j'ai pas du tout les mêmes fréquences alléliques que la génération d'après. Et on pourrait très bien imaginer que par exemple, je n'ai plus de A ou plus de B. C'est-à-dire que la dérive génétique, c'est dû au hasard, et c'est le fait que quand on a peu d'individus, eh ben, on a déjà une possible modification de la fréquence allélique, mais aussi parfois des disparitions de certains allèles. Imaginez là, je suis partie avec 50% de A et 50% de B. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je peux très bien avoir, par exemple, des allèles qui n'existent que chez un ou deux individus. Et si ces allèles ne sont pas transmis, parce que j'ai une chance sur 2 à chaque fois à la génération d'après, ça peut très bien, malheureusement, former des disparitions d'allèles. Et donc, c'est ça qu'on appelle la dérive génétique, hein, puisque dans le terme dérive, il y a une connotation négative. Donc, on peut avoir des pertes d'allèles. Donc, la dérive génétique sur les groupes à effectifs restreints, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Ça arrive lorsque les populations sont extrêmement réduites, soit parce qu'elles ont été malmenées par la chasse ou la réduction de leur territoire, et malheureusement on a des pertes définitives d'allèles, et je vous rappelle que perte d'allèles égale perte de polymorphisme, et ça c'est pas bon pour la suite de l'évolution, puisque c'est une adaptation possible au moins. Donc voilà, la fréquence allélique ont changé, 75% de B et 25% de A. Dernier mécanisme maintenant, les grandes crises biologiques. Alors, imaginez donc ici une population avec plein d'espèces différentes très importantes. Voilà, alors par exemple les dinosaures. Donc un grand nombre d'espèces avec un grand nombre d'individus. Et puis des petites espèces qui vivotent ça et là parce que tout le terrain est occupé, qu'il y a beaucoup de pression de prédation par exemple. Et puis également peu de ressources alimentaires puisque tous les autres prennent la place. Et si c'est dans cette grande crise biologique, comme par exemple la crise crétacé-tertiaire, secondaire-tertiaire, on a disparition des premiers, et bien les seconds vont profiter de la place, de la ressource, de la baisse de la pression de prédation pour se développer au maximum. Voilà. Et donc, qui dit se développer au maximum, dit forcément accumuler les générations et permettre de ce fait beaucoup d'évolution. Hein, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque vous l'aurez bien compris, pour avoir des augmentations ou des diminutions de fréquence allélique, il faut forcément une reproduction. Et si vous êtes un petit peu limité par la prédation, par la ressource alimentaire, c'est beaucoup moins facile. Alors que là, lorsque le terrain est libre, ça permet à une population finalement de se reproduire avec une capacité d'accueil beaucoup plus grande. Hein. Je vous rappelle que, voir les chapitres précédents, mais en tout cas, ce développement est proche d'un développement exponentiel. Hein. Je vous rappelle hein, qu'une population sans contrainte se développe de manière exponentielle. Et donc de ce fait, en se reproduisant beaucoup plus, eh ben, on peut évoluer beaucoup plus, hein, puisque il y a des transmissions de gènes qui se mettent beaucoup plus en place, puisqu'il y a beaucoup plus d'individus dans les générations. Et donc de ce fait, on a ici, à chaque grande crise biologique, juste après, on a des blooms, hein, des développements exponentiels d'espèces, et donc des explosions évolutives. Ça a été le cas pour les mammifères, à la suite de la crise secondaire tertiaire qui a éradiqué les dinosaures. Voilà, s'il y avait eu encore les dinosaures, certainement que nous ne serions plus là. Voilà pour ces grands mécanismes évolutifs.